Bien, je crois qu'on va y aller. Bonsoir. Nous sommes non le 12 janvier comme il est écrit, mais le 19 janvier. Donc j'espère que vous avez rectifié de vous-même. Nous ne sommes pas restés à la semaine dernière, uniquement sur la première page. Alors juste, on va revenir un petit peu sur ce qu'on avait vu la dernière fois, ce qu'on avait dit la dernière fois. Et on avait longuement discuté de la culture économique du second best, que notre savoir nouveau était censé substituer à la culture économique dite du first best, le second rang ou le premier rang en français, si on veut. Et cette culture du first best, on avait évoqué le problème du coût des distorsions. Culture de second best, disons qu'il y a aussi du bénéfice aux distorsions, qu'il y a un équilibre entre ces coûts et ces bénéfices. De la capacité des prix qui émergent sur les marchés à refléter quelque chose qu'on pourrait appeler comme les valeurs sociales, c'est-à-dire les valeurs sociales des biens, c'est-à-dire à fournir des bons indicateurs pour le calcul économique. Vaste et vieille question, bien sûr. De l'utilité des rationnements, des contraintes quantitatives. Et enfin, de la question de l'agglomération optimale, le problème de l'espace, de la taille de l'espace qui est le plus propice à mettre en évidence les bénéfices économiques et à permettre de les distribuer. C'était le dernier sujet sur lequel j'avais dit comme ça. Et j'avais conclu en disant qu'on avait une culture de second best qui était hésitante, et de la même manière, il y avait des intuitions de politique économique qui étaient également hésitantes. C'est un petit peu le titre dont je pars ici. Alors, donc, à ce stade, on aimerait bien consolider la culture de second best et deuxièmement aussi consolider nos intuitions de politique économique. Ce sont deux tâches relativement parallèles et qu'on va essayer de mener parallèlement. Alors, consolider la culture de second best, on avait vu apparaître en particulier un thème qui était un peu récurrent par rapport au modèle général dans lequel il y a une variété de travail éventuellement larges qui sont plus ou moins substituables. Le modèle élémentaire de Mörlis nous conduisait à raisonner sur un type de travail très homogène et dans lequel il y avait des hypothèses il y avait vraiment qu'un type de travail dans la société, et la substituabilité qui était sous-jacente à cette hypothèse posait un certain nombre de problèmes que l'on a vu apparaître dans un certain nombre de cas. Deuxièmement, il y avait tous les problèmes qu'on a mis derrière le sujet, derrière le vocabulaire marge extensive, marge intensive. Marge extensive, c'est ce qui est lié à la participation au travail. Marge intensive, c'est ce qui est lié à l'intensité du travail, voire au nombre d'heures, etc. De tout cela, évidemment, si on veut considérer cette culture de seconde best, il faut étendre la gamme de modélisation, éventuellement changer un petit peu de perspective. En particulier, malgré le titre général que j'ai donné au cours cette année, j'ai parlé assez peu d'assurance. Il y a assurance sociale dans le titre, on en parlera, je vais moins vite que ce que je pensais, donc la dimension d'assurance, dimension de risque, la dimension donc assurance contre le risque qu'il peut y avoir par exemple dans le système fiscal a été complètement mise sous le boisseau dans tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Considérer la culture de seconde best, c'est aussi mettre un peu plus de dimension temporelle dans nos raisonnements. Donc à ces thèmes fait écho notre essai de mieux s'adapter aux problèmes de politique économique, de mieux les comprendre, d'améliorer nos intuitions. Derrière ça, évidemment, j'avais mis en exergue la fois dernière que la discussion des objectifs, la relation entre les objectifs et les conclusions de politique économique devait être, si possible, mieux examinée. On avait aussi gardé l'idée qu'il fallait qu'il y ait une adéquation entre la modélisation et le problème, c'est-à-dire que si on voulait améliorer nos intuitions de politique économique, il fallait revenir, on ne pouvait pas le faire avec des modèles trop généraux qui nous donnaient une première idée
des questions auxquelles on s'intéressait, hein, qui sont des questions d'efficacité, redistribution, assurance, mais qu'il fallait revenir au problème au cas par cas. Hein, donc on peut traiter le problème, par exemple, mettre l'accent sur le problème des bas revenus, mettre l'accent, et ce que je vais faire aujourd'hui, bas revenus et le salaire minimum. Et aujourd'hui, j'ai aussi essayé de revenir sur la question du commerce international et de la redistribution. Donc je vais essayer de revoir ces problèmes, qui sont des problèmes de politique économique assez... soit très standard, soit en quelque sorte à l'arrière-plan dans le non-dit du discours. Je vais essayer de les aborder avec nos outils. En tous les cas, en matière de politique économique, la dimension temporelle va aussi être quelque chose d'important, et je parlerai la fois prochaine de tous les problèmes de taxation de l'épargne, taxation du capital. Enfin, du moins, j'essaierai d'aborder ce vaste sujet dans lequel il y a du temps, ce qui nous sera utile à la fois pour comprendre les questions de politique économique associées à ces sujets, mais aussi pour améliorer un peu notre intuition générale et notre culture de seconde baisse. Donc voilà, premier chapitre, taxation des bas revenus. Donc je vais revenir sur des choses que j'avais commencé à aborder la fois dernière, mais je vais revenir de façon un peu plus systématique. Hein. Et à cette occasion, je discuterai de façon aussi un peu plus systématique que j'avais fait la fois dernière, une question qui est dans le débat public, qui est la question du salaire minimum. Alors je la discuterai dans un monde relativement simple. Nous avons l'habitude de nous promener dans des mondes relativement simples, donc on va rester, mais on verra que malgré tout, ça nous donnera toute une série d'éclaircissements sur cette question du salaire minimum, hein, toute une série d'argumentaires que l'on peut ensuite mettre à l'épreuve de la discussion de politique économique. À nouveau, je ne fais pas ici de la discussion de politique économique. Si vous voulez faire de la discussion de politique économique, il faut introduire des ingrédients que je ne prétends pas introduire dans cette modélisation, qui est relativement simple. Je voulais faire de la discussion de politique économique sur les taxations des bas revenus ou la taxation des bas salaires, enfin la taxation des bas revenus, qui est le thème général qui est ici, dans lequel vous prenez très au sérieux les contraintes de participation. Il faut évidemment parler de la famille, hein, il faut parler de la participation dans les couples et la participation des célibataires, qui ne sont pas la même chose. Et ça, je ne le fais pas, parce que ça, c'est de la discussion de politique économique qui se trouve en aval de ce que je suis en train de dire ici. Alors, dans la taxation des bas revenus, je reviens donc sur le traitement du travail dans le modèle standard que j'avais appelé grand M, hein, c'est-à-dire le modèle Murlis, modèle d'impôt sur le revenu à la Murlis. Il y avait en fait deux hypothèses. Hein, l'une que je viens de vous rappeler, c'est-à-dire qu'il y avait une catégorie de travail, on avait un travail homogène qu'on appelait le travail efficace. Hein. Ça n'empêchait pas d'ailleurs de l'interpréter comme le fait qu'il y ait des qualifications différentes, mais à chaque qualification était associée une productivité et elles étaient parfaitement additives. Une fois qu'on avait multiplié le temps de travail par les productivités, on trouvait ce fameux travail efficace. Donc il y avait une substituabilité parfaite des types de travail avec au travers de coefficients fixes qui sont les productivités. Il y avait une deuxième hypothèse dans ce modèle grand M qu'on avait discuté de façon assez approfondie, c'est que l'arbitrage qu'on faisait, on pouvait l'interpréter en arbitrage sur le temps de travail, hein, on pouvait l'interpréter d'ailleurs comme un arbitrage sur l'intensité du travail, hein, on est resté un peu vague. D'ailleurs, en prenant du recul par rapport à ce modèle, on aurait pu aussi l'interpréter comme une décision sur la quantité d'éducation, hein, le temps d'éducation qu'on a. J'y reviendrai peut-être à la fin si j'ai un peu de temps. Mais toujours est-il que ça relevait de ce que j'ai appelé la marge intensive. Pour comprendre la taxation des bas revenus, alors on va revenir sur chacune de ces hypothèses. On va revenir sur H1, c'est-à-dire qu'on va a priori ne pas supposer en amont qu'il y a un seul type de travail efficace, mais supposer qu'il y a diverses qualifications et qu'elles sont éventuellement pas parfaitement substituables. Comme vous le verrez, ce sera un des ingrédients importants de notre discussion, par exemple, du salaire minimum. Donc, premièrement, il y aura des qualifiés et des non qualifiés, et le salaire des qualifiés et des non qualifiés dépendra du rapport qu'il y a, du rapport dans l'offre qu'il y a entre les qualifiés et les non qualifiés, plus de la demande, etc. Donc, ce sera le premier ingrédient qu'on va mettre. Deuxièmement, on va mettre l'accent sur la marge extensive. Alors, la marge extensive, je l'ai dit déjà, hein, c'est ce qui est lié à la participation au travail.
La participation, donc soit vous restez en dehors du marché, en tout cas en dehors du marché formel, et soit vous venez sur le marché du travail. Et dans les modèles que je vais prendre ici, quand on vient sur le marché du travail, on va travailler à plein temps et on n'aura pas du tout de marge intensive, du moins dans la première variante de modèle. Première variante de modèle dans laquelle j'entre maintenant. Donc le choix, ce sera plein temps ou zéro. Et j'ai 2 qualifications. Voilà. Donc voilà le premier modèle. Donc il y a 2 qualifications. Hein. 1, c'est non qualifié. 2, c'est qualifié. Et vous travaillez soit à plein temps dans une des qualifications, qui est celle que vous avez a priori. Je ne m'interroge pas sur le choix ex-ante de cette qualification. Où vous n'entrez pas sur le marché du travail, c'est la position 0 qui est absence d'activité. Et dans ce modèle, il n'y a pas de mouvement de 1 à 2. Hein. Personne ne va de 1 à 2 ni de 2 à 1, ne change de qualification, elles sont fixées. Les productivités dans ce premier modèle, ces productivités W1, W2, je peux les mettre fixes ou variables, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est ensuite que ça aura une certaine importance. Et voilà un petit peu le dessin qui est associé à ce premier modèle. Hein. Donc ça, c'est le revenu avant impôt, et ça, c'est le revenu après impôt. C'est un dessin assez standard, on est toujours dans un monde très simple. Alors qu'est-ce que vous pouvez dans ce monde-là? Soit vous travaillez comme non qualifié et vous recevez le salaire W1. Et comme vous travaillez une unité de temps, c'est le salaire par unité de temps, c'est le salaire plein temps, vous l'appelez W1, ce n'est pas le salaire horaire, c'est le salaire correspondant à votre plein temps. Enfin, ici, c'est un impôt sur le revenu, c'est le salaire correspondant à un plein temps annuel, bien sûr. Hein. W2, c'est le salaire, cette fois, dans le secteur, donc c'est le salaire payé par les entreprises, payé par le secteur de la production pour les qualifiés. Et correspondant à ça, vous avez, ça c'est le revenu avant impôt, donc, et correspondant à donc revenu avant impôt. Ici, vous avez le revenu après impôt. Alors, par exemple, le revenu après impôt, si vous avez un revenu avant impôt W1, c'est C1. Si vous avez un revenu avant impôt de W2, c'est C2. Donc, ça traduit la logique de l'impôt. Ici, le barème d'impôt est donné uniquement par ces deux sommets, hein, est complètement identifié une fois qu'on a ces 2 sommets. Et malgré tout, il y a C0. C0, c'est ce qui est donné ici par le système fiscal. Hein, c'est une allocation universelle, un revenu minimum, qui est donné à ceux qui ne s'entrent pas sur la force de travail, qui n'entrent pas sur le marché du travail. Donc voilà le système fiscal. Alors évidemment, pour que ceci, il faut qu'il soit réalisable, c'est-à-dire qu'il faut que compte tenu du système fiscal, eh bien, l'offre et la demande, la demande de biens sur le marché soit égale à l'offre de biens du côté des entreprises. Hein, il faut qu'il y ait égalité sur tous les marchés. Hein, étant entendu que dans le monde où je suis, implicitement, tout le monde il y a plein d'emplois des facteurs et ce plein d'emploi, ici, disons dans l'interprétation plus simple du sens, fait au salaire W1 et W2, qui seraient les productivités non variables. Alors, qu'est-ce que donne l'équation qui est ici? L'équation qui est ici, c'est simplement une équation qu'on a rencontrée très souvent, simplement la forme que prend dans ce modèle ce que j'ai appelé la formule de Ramsey à plusieurs personnes. C'est-à-dire que la formule de Ramsey à plusieurs personnes, elle s'écrit bien par bien. Hein, elle vous dit que le vecteur T multiplié par la dérivée de la demande de l'ensemble des biens par rapport au prix d'un certain bien est égal à la covariance entre la consommation de ce bien et les utilités marginales sociales nettes des revenus des agents. Alors ici, c'est ce que dit cette formule, sauf que ici, qu'est-ce que c'est que le membre de gauche ici? Bien simplement la différence entre W1, qui est le prix à la production du travail non qualifié, et C1 moins C0, qui est un petit peu comme son prix à la consommation. C'est-à-dire qu'on a un modèle de type Diamond-Morley, dans lequel on peut identifier ce modèle à un modèle dans lequel il y aurait des prix à la consommation qui seraient C1 moins C0 et C2 moins C0. Puisque c'est les prix qui déterminent le choix par les agents de rester dans le secteur informel ou de venir dans le secteur 1.
Donc il y a en quelque sorte une offre et une demande qui dépendent de ce prix, C1 moins C0, et de ce prix C2 moins C0. Une fois qu'on a compris ça, c'est simplement W1 moins T. Ça, c'est l'équivalent de T, c'est-à-dire la taxe sur le travail au sens du modèle de Diamond-Morley que j'ai à l'arrière-plan ici. Ça, c'est la dérivée de l'offre de travail dans la qualification 1 par rapport au prix à la consommation de la qualification 1, c'est-à-dire C1 moins C0. Et de l'autre côté, j'ai simplement les seules personnes qui sont concernées par un changement de ce prix, c'est-à-dire par un changement de C1. Ce sont les agents dont la consommation de ce bien, qui est plutôt une consommation qui était l'offre de travail, était égale à O1. Un lambda 1, c'est la valeur sociale marginale du revenu des agents de type 1. Et moins 1, c'est le coût social qui est égal à 1, ici parce qu'on est dans un monde très simple où il n'y a pas d'effet revenu sur la consommation. Mais ça, c'est simplement la formule générale que j'ai réécrite ici. Et comme vous voyez, si vous regardez bien les signes et si la formule est bien juste, ça implique que, comme ceci, DO1 sur DPI1, c'est positif, c'est-à-dire plus la rémunération pour entrer sur le marché du travail est élevée, plus il y a de gens qui y vont, donc ce nombre-là est positif. Lambda 1 moins 1, alors on fait l'hypothèse que c'est positif, donc moins lambda 1 moins 1 c'est négatif, et moins lambda 1 moins 1 ou 2, 1 c'est négatif. Pourquoi lambda 1 moins 1 est positif? Ça veut dire que le motif redistributif net m'incite à redistribuer des revenus vers les agents 1. Donc socialement, toute chose égale par ailleurs, il est bon de donner une unité de revenu si j'en dispose à l'agent 1, compte tenu de ce qu'il va la dépenser, qu'il y aura un coût associé. Et donc, comme vous avez plus, ça implique, si l'on revient en arrière, ça implique que C1 moins C0 est supérieur à W1. C'est le premier terme ici, c'est C1 moins C0 moins W1 qui est positif, ou l'inverse était négatif. Ça résulte simplement de mon petit commentaire de la formule qui était ici. À nouveau, laquelle formule, vous pouvez la réécrire à tête reposée, mais elle est complètement dans l'esprit de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Et donc ce résultat n'est pas surprenant parce qu'on l'avait déjà vu la fois dernière. Il y a une subvention au travail non qualifié. Quand on prend en compte uniquement la contrainte de participation, on est conduit à subventionner, enfin quand on la prend dans le cas de ce modèle, on est compris à subventionner le travail non qualifié. C'est une justification pour l'Earned Income Tax Credit, c'est-à-dire le crédit fiscal sur le revenu gagné, qui conduit à ajouter au revenu gagné, lorsqu'il est faible, quelque chose qui correspond à une subvention de l'État. On est dans le cas où la conclusion qui justifie, en tout cas dans le cas de ce modèle, l'Earned Income Tax Credit est vraie, où, comme disent les Américains, il y a une subvention au working poor, puisque c'est tout à fait au début de l'échelle de revenus. Donc dans le cas de ce modèle, alors voilà, donc j'ai oublié ce modèle, qu'est-ce qu'on peut dire sur le salaire minimum? Donc maintenant, je sais à peu près quelle est la politique optimale. La politique optimale, ça consiste à avoir quelque chose que quand les gens viennent sur le marché du travail, ils apportent à la société dans le cas de W1, et je leur donne plus de W1. Donc leur revenu avant impôt est de W1, mais leur revenu après impôt est supérieur à W1, ou plutôt en partant de C0. Il faut voir les choses à partir de C0. D'accord. Donc c'est bien une subvention à la participation au travail. On est bien dans ce modèle. Alors la question que je vais me poser, c'est est-ce que dans ce monde très simple, il y a un argument pour l'impôt pour le salaire minimum? Alors, la première chose qu'on va faire, alors d'une part, je vais malgré tout me mettre dans une interprétation du modèle, qui n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit, mais dans lequel il n'y a pas substituabilité parfaite du travail qualifié et du travail non qualifié. Parce que dans le cas où
les salaires sont égaux aux productivités. Ces productivités ne dépendent d'absolument rien, mais sont des caractéristiques intrinsèques des agents. Il est bien clair qu'il ne peut pas y avoir de salaire minimum. Soit le salaire il est égal à la productivité et il y a une offre de travail, enfin, et les entreprises sont prêtes à embaucher, soit il n'est pas égal à la productivité, alors les entreprises, s'il est supérieur, ne veulent pas embaucher, et s'il est inférieur, veulent embaucher de façon infinie. Donc, ce n'est sûrement pas un équilibre. Donc, la question du salaire minimum ne peut se poser que s'il y a substituabilité entre s'il y a substituabilité entre les catégories de travail qualifiées et non qualifiées. C'est-à-dire si je me situe dans le cadre du modèle qui est ici, dans lequel, que je vous rappelle, qui est la dernière fois, donc là vous avez le salaire des non qualifiés en abscisse, ici vous avez le salaire des qualifiés, et ici vous avez une courbe, donc qui a sa convexité tournée vers le haut ici, qui est la courbe qui me dit que quand j'ai un point W1, W2 qui est sur cette courbe, ça veut dire qu'avec ce couple W1, W2, l'entreprise ou l'ensemble des entreprises, le secteur productif, peut produire le bien en question, qui est le bien numéro 1, au coût minimum de 1. Donc c'est l'ensemble des W1 et W2 qui conduit à un prix concurrentiel une fois que les entreprises ont effectué leur calcul, un prix concurrentiel du bien égale 1. Et comme je vous l'avais dit, dans ce cadre-là, le vecteur ici, qui est perpendiculaire, si je me mets en ce point où il y a W1, W2, ce vecteur qui est perpendiculaire à ma courbe de coût constant, est collinéaire, où là, j'ai tracé exactement, c'est le vecteur de la quantité de travail non qualifié O1 et de la quantité de travail qualifié O2, qui est mise en place par l'entreprise pour produire à ce coût minimum avec ce vecteur de salaire. Je vous avais expliqué pourquoi il est perpendiculaire à cette courbe. Et vous voyez ici que selon que ce vecteur est plus ou moins horizontal ou plus ou moins vertical, le ratio entre travail qualifié et travail non qualifié varie. Quand elle est presque... Si cette normale était presque horizontale, ça voudrait dire qu'il y a beaucoup plus de travail non qualifié que de travail qualifié. Si c'est presque vertical, ça veut dire qu'il y a une demande qui est presque exclusive de travail qualifié. Alors si je reviens, donc ça c'est pour vous rappeler un petit peu les choses. Maintenant dans ce monde-là, il y a un argument assez évident pour le salaire minimum au voisinage d'un équilibre concurrentiel. Imaginons, je suis dans un monde donc très simple, il y a mes deux catégories de travail, et je regarde un équilibre concurrentiel, donc les seules personnes qui sont en cause sont les personnes qui participent au marché du travail, bien sûr. Je regarde un équilibre concurrentiel, eh bien le prix du bien est égal à 1, puisque j'ai normalisé les salaires ici. Et je dis, au voisinage de cet équilibre, il y a un argument pour le salaire minimum, dès lors que j'ai des objectifs redistributifs. C'est presque trivial, c'est-à-dire que, en effet, prenons le salaire concurrentiel. Alors évidemment, si j'ai un monde concurrentiel, si je gagne le salaire concurrentiel, mon revenu, il n'y a pas d'impôt. Mon revenu avant impôt, mon revenu après impôt sont le même. Donc j'utilise anciennement mon salaire pour acheter du bien. Et comme ici il y a un seul bien, j'utilise mon salaire pour acheter tout le bien. Prenons un salaire minimum, c'est-à-dire à partir du salaire concurrentiel, augmentons le salaire des non qualifiés de epsilon. Ça implique qu'on va baisser le salaire des qualifiés de moins KE, puisque le prix du bien, qui est pris comme numéraire, va rester constant. On va rester sur la courbe, sur la courbe qui est ici. Donc, j'augmente le salaire W1, donc je diminue le salaire W2. Naturellement, si j'augmentais aussi le salaire W2, il y aurait de l'inflation, mais on n'est pas dans ce monde. C'est pas ce que je cherche à mettre. C'est pas ce sur quoi je cherche à réfléchir. Et alors, là, faisons l'hypothèse que... Alors, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, avec ce nouveau salaire, la demande de travail par l'entreprise est inférieure à l'offre de travail. Puisque le salaire est plus élevé, donc elle demande moins, c'est mon diagramme tout à l'heure, elle demande moins d'offres de travail non qualifiées. Donc ça veut dire qu'il y a une partie du travail non qualifié qui ne va pas pouvoir être embauchée dans la nouvelle situation, qui est voisine de l'équilibre concurrentiel, je vais simplement augmenter le salaire des non qualifiés. Je fais l'hypothèse que le rationnement va être efficace, c'est-à-dire que les gens qui
dans mon monde, c'est-à-dire que les gens qui vont quitter le marché du travail, c'est-à-dire qu'ils vont être obligés, qui vont se proposer à l'entreprise et qui vont proposer leur travail, sont ceux qui sont très hésitants, sont ceux qui le faisaient juste, qui avaient un surplus très faible à travailler. Dans mon monde ici, il y a toute une catégorie de gens. Il y en a qui ont un surplus fort à travailler, plutôt que d'être en non-activité. Il y en a qui ont un surplus très faible. Faisons l'hypothèse qu'on puisse rationner de façon efficace. C'est-à-dire que, de même s'il y avait un rationnement individuel sur un bien, je vous enlève la dernière unité, qui est la moins utile, qui a une utilité faible par rapport aux précédentes. Mais là, imaginons que l'on sorte du marché du travail les agents qui sont les... dont le surplus à travailler est le plus faible. Ici, dont le surplus de travailler est extrêmement faible. Vous en sortez une quantité qui est extrêmement faible. Qui est donc, la perte sociale associée à ceci est simplement du second ordre, comme je dis. C'est le produit de deux facteurs infinitésimaux ou tout petits. Donc, il y a une petite perte sociale, mais du second ordre, liée au fait qu'il y a des gens qui voudraient travailler, qui ne peuvent pas travailler, mais comme ils ne veulent pas beaucoup travailler, ce n'est pas très gênant. Maintenant, le gain social. Ici, qu'est-ce qui se passe? L'effet total sur les revenus primaires est nul. À nouveau, c'est la figure qui est ici. Le petit changement W1, W2, il est nécessairement perpendiculaire au vecteur O1, O2. Donc l'effet, ça veut dire que si vous multipliez des W1 des W2 par O1, O2, ça fait 0. Ça veut dire que l'effet sur les revenus primaires est nul. Il y a simplement un transfert de pouvoir d'achat. Il n'y a pas changement de demande pour le bien. Donc cette petite transformation, elle est faisable et elle a comme effet un effet du second ordre sur le bien-être de ceux qui ont été refusés sur le marché du travail, parce que j'ai fait l'hypothèse que le rationnement était efficace, et un effet du premier ordre, cette fois, sur le bien-être. Alors, il y a un transfert de bien-être entre les qualifiés et les non qualifiés, mais ce transfert, je le juge socialement souhaitable, c'est comme un transfert de revenus entre les qualifiés et les non qualifiés, je le juge socialement souhaitable parce que j'ai un concernement social, les qualifiés sont moins riches, la valeur sociale du revenu des non qualifiés est plus forte que la valeur sociale du revenu des qualifiés. Donc ceci est socialement, le bien-être social s'est accru dans cette transformation. Donc c'est relativement simple. Grosso modo, cette transformation conduit à un transfert de pouvoir d'achat plus des effets qui sont relativement mineurs. Et ce transfert de pouvoir d'achat, il est socialement souhaitable. Donc le salaire minimum dans ce monde, au voisinage de l'équilibre concurrentiel, est souhaitable. Ça, c'est assez simple, c'est lié à mes hypothèses. Évidemment, ça requiert qu'il y ait substitution entre les types de travail. À nouveau, je ne peux pas faire ça si vous avez des productivités fixées. La question qui se pose à ce niveau-là, c'est est-ce que c'est vrai au voisinage d'un équilibre concurrentiel? Est-ce que c'est vrai au voisinage d'un optimum où j'aurais utilisé tous les moyens que j'ai pour faire de la redistribution du revenu? Ici, j'étais à un point sur lequel je n'ai utilisé aucun moyen pour redistribuer le revenu. Et j'essaie le premier, qui est le salaire minimum, ça marche. Ça ne prouve pas que c'est vrai l'optimum. Ça ne prouve pas que, en utilisant tous les moyens que j'ai pour faire de la redistribution, j'utiliserai encore le salaire minimum. À vrai dire, je dirais même que le principe de taxation auquel j'ai fait appel suggère plutôt le contraire. Puisque le principe de taxation dit, vous regardez d'abord ce que vous pouvez faire compte tenu des contraintes informationnelles que vous avez, et compte tenu de ça, vous faites au mieux, vous optimisez compte tenu donc des contraintes informationnelles. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux ensuite? C'est pas évident, donc j'ai discuté un peu cette question. Alors, pour ça, je vais revenir au message général qu'on avait la dernière fois. Dans un monde de type seconde baisse dans lequel on est, dans lequel il y a des prêts à la production, des prêts à la consommation qui sont différents, dans lequel il y a certaines distorsions, dans le monde de Diamond Mirrlees, on avait vu qu'un agent consomme trop de biens lorsqu'il est encouragé par le système fiscal, encouragé au sens d'un indice un peu compliqué, mais enfin indice un peu compliqué qui ici revient à dire que le bien est encouragé lorsqu'il est subventionné, ce qui est le cas du travail non qualifié dans le modèle que j'ai présenté. Et il ne consomme pas assez lorsque le bien est découragé au sens du même indice, grosso modo au sens où il est taxé. Et que la logique, c'est que si on pouvait le faire, alors peut-être qu'on ne peut pas le faire, c'est parce que la raison pour laquelle, par exemple, on a pris des prix non linéaires pour les biens, c'est parce qu'on disait qu'on ne pouvait pas faire autrement.
La logique qu'il y a derrière le fait qu'il y a une partie de la fiscalité linéaire est liée au fait qu'on ne peut pas faire respecter des tarifications non linéaires pour ces biens. Par exemple, si vous pouvez faire de la tarification non linéaire pour l'électricité, il y a moyen de tourner une tarification non linéaire sur l'électricité. Vous vous branchez sur le circuit de votre voisin, mais c'est assez compliqué, c'est un peu risqué, etc. Parce que, excusez-moi, je suis désolé. Et donc, où j'en étais, oui. Donc, par contre, vous pouvez difficilement imaginer une tarification non linéaire du pain, hein, où les premières baguettes, vous les payez, on vous les donne, puis ensuite vous payez, etc. Parce qu'il y aura vraisemblablement des reventes, hein, sur un marché noir difficilement contrôlable. Donc il y a des raisons profondes pour lesquelles on ne peut pas introduire de non-linéarité. Donc ça, il faut garder bien ça à l'esprit. Alors deuxième petit bémol, les taxes sont évaluées. Ce n'est pas nécessairement les taxes au sens strict du terme, c'est les taxes par rapport aux valeurs sociales. Et quand les valeurs sociales ne sont pas égales au prix à la production, le cas où l'efficacité de la production n'est pas valable, ce n'est pas les taxes au sens standard du terme. On n'utilisera pas beaucoup cette remarque, mais on l'utilisera un petit peu si on fait. Donc, mais maintenant, comment faire, hein, puisque là, c'est ce que j'ai dit. En principe, la modélisation choisie épuise toutes les possibilités d'action qui sont compatibles avec les contraintes informationnelles ou observationnelles. Observationnelles, c'est l'électricité contre le pain. Par ailleurs, dans les endroits où on a mis des tarifications non linéaires, on a l'impression qu'on a épuisé toutes les possibilités de jouer sur les rationnements quantitatifs, puisque si on a déjà quelque chose qui est non linéaire dans une certaine dimension. Alors, donc peut-être que ceci suggère que le salaire minimum ne devrait pas être utile. Première réflexion, première conclusion. Je vais voir pourquoi elle n'est pas exacte. Alors, naturellement, ça peut quand même suggérer de nouveaux modes d'action. C'est-à-dire le fait que l'on trouve qu'un bien devrait être rationné ou un bien, la consommation d'un bien devrait être forcée, peut peut-être nous amener à revenir sur notre modélisation. Nous, on a fait un certain nombre d'hypothèses. On a fait des hypothèses qui caricaturent un petit peu, évidemment, ce qui se passe dans le monde réel. Hein. Par exemple, ça peut suggérer que l'on recourt à des heures supplémentaires. On est dans des modèles dans lesquels il n'y a pas d'heures supplémentaires, G0,1. Je pourrais vouloir regarder ce que donnent des heures supplémentaires. Hein. Ça pourrait... et ça pose la question du salaire minimum, et on va revenir là-dessus. Alors, pour revenir au salaire minimum, à l'optimum, donc c'est l'argument général que j'ai donné ici, il faudrait restreindre l'offre de travail des non qualifiés. Pourquoi ? Je subventionne leur participation, c'est-à-dire je leur mets une taxe négative, j'ai une subvention au travail. La logique que je vous ai présentée la dernière fois implique qu'on devrait, en même temps qu'on fait ça, essayer de restreindre leur offre de travail. Question, comment ? Qui nous ramène au salaire minimum. À nouveau, je redis ce que j'ai dit plusieurs fois, mais comme c'est écrit ici, je le reprends ici. S'il y avait substituabilité des facteurs de production, la question du salaire minimum ne se pose pas. On ne peut absolument pas agir sur le salaire dans ces cas-là. Par contre, la théorie générale, ici, suggère qu'avec le salaire minimum, on va arriver à faire ce qu'on veut, quoi. Parce que qu'est-ce que dit la théorie ? C'est que si vous prenez les agents, il faudrait réduire l'offre de travail des non qualifiés. Alors, la question ici, c'est que l'offre de travail des non qualifiés vient de toute une série d'agents. Certains qui ont un surplus élevé à travailler, d'autres qui ont un surplus faible à travailler. À nouveau, pour que le salaire minimum puisse avoir le plus de chances d'être utile, il faut que j'ai quelque part un mécanisme qui m'assure que lorsque je vais réduire l'entrée dans la force de travail non qualifiée, il y a un mécanisme qui m'assure que ce sont les non qualifiés dont le surplus est le plus faible, les non qualifiés les plus hésitants à travailler qui restent à la porte. Hypothèse que je vais faite. À ce moment-là, si c'est vrai, hein, en réduisant un tout petit peu, en faisant sortir de la force de travail les non qualifiés les plus hésitants, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais augmenter le salaire.
le salaire des non qualifiés, par un effet concurrentiel standard. Donc ce que je fais, je réduis ça. Je fais exactement ce que je faisais dans la théorie. Quels sont les effets? Il y a des effets du second ordre sur le bien-être, comme dans la théorie, parce que dans la théorie, je réduisais la quantité de biens que je vous autorisais à consommer, mais ça avait des effets secondaires sur le bien-être. Je fais exactement la même chose que dans la théorie, et maintenant, ce que dit la théorie, vous laissez le monde réagir. Vous continuez à optimiser éventuellement, même si vous ne continuez pas à optimiser, ça n'a pas d'importance, c'est le théorème de l'enveloppe. Vous laissez le monde réagir, et ça va être bénéfique. Donc ce que fait le salaire minimum sous les hypothèses que je mets ici, c'est exactement ce que je faisais dans mon modèle théorique de la fois dernière, lorsque je réduisais très légèrement, je forçais les gens je restreignais légèrement l'offre de travail, ou je forçais les gens à consommer un peu moins, ou je les forçais à consommer un peu plus à l'époque. Je fais exactement la même chose. Donc si je crois à la théorie générale, le salaire minimum dans ces conditions est un outil de politique économique utile et bénéfique, parce que, à nouveau, l'offre de travail des non qualifiés est réduite, mais sont exclus les non qualifiés qui sont le moins intéressés à travailler. Donc, la théorie générale me le dit. Maintenant, dans ce cas particulier, c'était beaucoup plus simple. Il y avait un argument beaucoup plus simple que je vais... j'ai un argument plus simple. Malheureusement, il a peut-être disparu. Non, il n'est pas... L'argument plus simple peut être ici. Dans le cas particulier, je vais faire un argument plus simple qui consiste à dire je mets à l'optimum de bien-être social, une fois qu'on a l'impôt sur le revenu optimal, et puis je vais augmenter un tout petit peu le niveau la consommation que je donne à monsieur 1. Je vais changer un petit peu mon barème d'impôt sur le revenu en augmentant un peu la consommation que je donne à monsieur 1. Qu'est-ce que ça va faire? Il y a des gens qui vont vouloir passer de 0 à 1. C'est la marge extensive, qui sont intéressés à se mettre à travailler. Ceux-là, ils vont être refusés, parce que ce sont les plus hésitants, c'est ceux qui arrivent une fois que j'ai fait cette hausse. Donc, effet sur le bien-être du second ordre. Maintenant, augmenter la consommation de 1, est-ce que c'est bénéfique socialement? Alors, d'une part, si je ne fais que ça, augmenter la consommation de 1, ce n'est pas faisable, puisque la quantité de travail qui est proposée n'a pas changé. Il y a des gens qui voulaient travailler, mais je les ai refusés, donc j'ai la même chose. Alors, si je veux qu'il y ait quelque chose de réalisable, il faut que après avoir augmenté la consommation de 1, je baisse l'ensemble du schéma, c'est-à-dire un petit peu C0, un petit peu C1, un petit peu C2, pour compenser cette augmentation de 1. Donc, l'augmentation sera moins grande que l'augmentation initiale. Et quel sera l'effet de ça sur le bien-être? Ce sera simplement lambda 1 moins 1. J'aurai augmenté un peu la consommation de 1, et puis j'aurai réduit, dans un premier temps, et ensuite j'aurais réduit le transfert forfaitaire uniforme que je donne à tout le monde. C'est-à-dire j'aurais abaissé cet impôt sur ce schéma de revenus après impôt, je l'aurais abaissé de façon uniforme. Et l'effet sur le bien-être, ce sera lambda 1 moins 1, qui est positif dès lors que la valeur sociale du revenu des non qualifiés est supérieure à 1, hypothèse qui est une hypothèse redistributive assez naturelle. Donc ça, c'est une autre manière de démontrer, de trouver le résultat général, qui est tout à fait en phase avec la manière générale, mais enfin qui est beaucoup plus simple. C'est-à-dire même si vous ne faites aucune... si vous ne connaissez pas du tout la théorie générale, vous pouvez très bien comprendre cet argument. Et donc la conclusion qu'on obtient est assez claire. À l'optimum, il faudrait restreindre... Pardon, je change de page. Argument pour le salaire minimum, dernière page avant la suivante. Il y a un argument, il y avait un argument au voisinage de l'équilibre concurrentiel, mais ça c'est pas surprenant. Il y a un argument au voisinage de l'optimum, mais une hypothèse qui était absolument essentielle pour que ce soit vrai, c'est qu'il y ait rationnement efficace. C'est-à-dire que les agents qui sont rationnés sont ceux dont le surplus dans la situation dans laquelle on se trouve est infinitésimal. Et aussi, il faut bien voir que ce n'est pas contraire au principe de taxation, parce qu'on a introduit, dans ces raisonnements, on a introduit le fait qu'il y a à la périphérie une information qui n'est pas détenue au centre. C'est-à-dire qu'on fait faire par les entreprises, on a supposé que les entreprises faisaient quelque chose, c'est-à-dire rationner ceux qui étaient le plus hésitants à participer à la force de travail, sur la base d'une information qui clairement n'est pas disponible au centre.
et sur la base d'une information qui peut être disponible à la périphérie. C'est-à-dire qu'il est plutôt dans l'intérêt des entreprises de rationner les gens qui sont le moins enclins à venir travailler. Donc, avec Earned Income Tax Credit, il y a un argument pour le salaire minimum. Argument théorique. Alors maintenant, on va vérifier la robustesse, naturellement, de cette... Donc je vais immédiatement, ayant donné l'argument, je vais donner le contre-argument. Et le contre-argument, c'est le même modèle. Simplement, je vais supposer qu'il n'y a pas de marge extensive, c'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si vous participez ou pas à la force de travail, c'est que... mais il y a une marge intensive, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la catégorie I, c'est une donnée qui est liée à votre éducation, ou c'est lié à un choix d'éducation. Vous pouvez passer soit la catégorie I-1, soit la catégorie I+1. Il y a un nombre de catégories quelconques, mais je fais l'hypothèse qu'on peut passer d'une catégorie dans laquelle on va logiquement, on peut passer à une catégorie plus faible ou une catégorie plus élevée. Et naturellement, le fait est lié... votre choix entre ces types de qualifications dépend évidemment de la rémunération auquel elles conduisent. C'est-à-dire que l'offre, par exemple pour la catégorie 1, dépend de C1 moins C0, c'est en quelque sorte le salaire de la qualification 1, C2 moins C0, et elle dépend bien naturellement de votre allocation universelle C0, qui correspond à la catégorie 2. Et de même pour la catégorie 2 et catégorie 3. Mais il y a des transferts limités entre les catégories. C'est-à-dire, par exemple, quand vous êtes... S'il n'y a que deux catégories, quand vous êtes dans la catégorie 2, vous pouvez choisir entre 2 et 1. Vous ne venez pas en 0 cette fois. Quand vous êtes dans la catégorie 1, vous pouvez choisir entre 1 et 0, etc. Alors, le modèle, à nouveau, c'est un cas très particulier du modèle de Diamond-Morley, dans lequel je rappelle certaines variables, comme par exemple C1 moins C0, je l'appelais comme le prix du travail, le prix à la consommation, c'est-à-dire le salaire à la consommation de travailler dans la qualification 1, étant entendu que l'on travaille toujours une unité, toujours plein temps. Donc, on est dans ce modèle. Si on veut regarder maintenant la logique des taxes optimales, on va faire... pour trouver cette formule qui correspond à la formule précédente, je fais simplement la modification suivante. J'augmente le revenu après impôt dans la qualification 1 de epsilon, le revenu après impôt dans la qualification 2 de epsilon. Pourquoi j'augmente tous les deux de epsilon? Parce que ça me garantit qu'il n'y aura pas de mouvement entre 1 et 2. C'est la contrainte d'incitation. Tous ceux qui avaient intérêt à travailler en 1 par rapport à 2 ont toujours intérêt à travailler en 1 par rapport à 2, et enfin vice-versa. Donc il n'y a pas d'effet. C'est quelque chose qui me garantit qu'il n'y aura pas de modification de l'offre de travail ici. Alors c'est quelque chose qui a un effet sur l'offre de travail pour la qualification 1, qui est DO1 sur DPI1, comme tout à l'heure. Et là, je multiplie aussi par la taxe, par quelque chose qui est la taxe implicite, C1 moins C0 moins W1 au signe près. Et puis, alors de l'autre côté, par rapport à la formule de tout à l'heure, de l'autre côté, ce changement que j'ai fait touche non seulement les agents dont l'offre de travail était O2.1, et alors là j'ai le terme, le terme produit de l'utilité marginale sociale nette par l'offre de travail qui est ici, mais ça touche également les agents qui sont de catégorie 2, puisque je leur donne du revenu aussi. Donc j'ajoute à ce terme moins lambda 2 moins 1 multiplié par O2.2. Le problème, c'est qu'il y a une troisième catégorie de gens ici, c'est 0, et que compte tenu du fait que si j'ajoute un troisième moins lambda 0 moins 1, si je tiens compte, non, j'ai dit une bêtise, si je tiens compte du fait qu'il existe cette troisième catégorie, la somme de ces deux termes-là est telle que l'argument que j'avais pour la négativité pour le fait que W1 était plus petit que C1 moins C0, que C1 moins C0 était plus petit que W1, se retourne. C'est-à-dire que dans ce monde avec des marges intensives, à nouveau, la taxation marginale est positive. Elle est positive même pour le passage de non-activité à non-qualifié. Donc, à ce moment-là, dans ce monde où j'ai changé les choses, le salaire minimum n'est pas justifié. En tout cas, il n'est absolument pas justifié par le type d'argument que j'ai donné ici.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres types d'arguments qui peuvent jouer? Il n'est pas justifié parce que ce n'est pas une manière efficace de redistribuer le revenu. Et on ne peut pas trouver... alors parce que, évidemment, que ce n'est pas une manière efficace, ça veut dire que si on redistribue le revenu, entre guillemets, par un impôt sur le revenu qui est conçu de façon optimale, alors il n'y a pas de sens d'ajouter un salaire minimum. Alors maintenant, on va combiner les deux choses. On va remettre avec de la marge intensive, on va mettre de la marge extensive. Donc je prends le même modèle, mais je vais simplement ajouter de la marge extensive, c'est-à-dire que vous pouvez choisir, lorsque vous êtes en 2, par exemple, de venir en 0. Donc je vais ajouter, fondamentalement, ce que je vais ajouter comme mouvement, c'est la possibilité, quand vous êtes un qualifié, c'est de haute qualification, de catégorie 2, de quitter la force de travail, de cesser de participer. Mais qu'est-ce que ça va donner? Ça va changer un peu la formule, parce qu'il va falloir tenir compte. Lorsque je vais faire ce mouvement qui est ici, qui est décrit avec les petites flèches ici, j'aurai toujours la première partie à gauche, j'aurai toujours la taxe multipliée par le vecteur de la dérivée de la demande globale par rapport au prix que je suis en train de considérer. Les deux premiers termes vont être exactement les mêmes, mais il y aura un troisième terme qui traduit simplement le fait qu'il y a des gens qui sont en 2 qui vont en 0, c'est-à-dire qui est la marge extensive. Et à ce moment-là, eh bien, le résultat global n'est pas clair, c'est-à-dire que je réintroduis. Quand j'avais la marge extensive, j'avais subvention au travail non qualifié. Quand j'ai la marge intensive, cette propriété disparaît. Quand je mets les deux, ça dépend. Ça dépend de la force relative de la marge intensive et de la marge extensive. Et qu'il y a une tension entre deux choses. La taxation marginale positive, sur laquelle j'avais beaucoup insisté lorsque je vous avais décrit un peu les mécanismes de l'impôt sur le revenu. J'avais indiqué quelle était la logique. Et puis la subvention à l'activité. Et il y a une tension entre ces deux logiques sur lesquelles il n'y a pas de résultats généraux. Alors je vais vous donner ici des données, un exercice sur données américaines. Alors je ne suis pas sûr qu'il faut prendre ces graphiques très... on ne peut pas prendre l'échelle trop au sérieux, je ne suis pas sûr que mais ils nous disent des choses qui sont... simplement, c'est une illustration de ceci. C'est dans un article d'Emmanuel Saez du début des années 2000, dans lequel il considère ce type de modèle. Simplement, ce que j'ai ici, c'est ce que donnent ici, c'est les schémas de revenus optimaux. Ici, vous avez le revenu avant impôt, ici, le revenu après impôt. Ça, c'est des milliers de dollars. Donc, ça, c'est 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. La même chose ici. Et ce qui est en bleu correspond à des hypothèses. Alors, naturellement, chacune de ces courbes correspond à une série d'hypothèses. Alors, quelles sont les séries d'hypothèses qu'on doit mettre dans ce modèle si on veut le faire tourner? Il faut mettre des hypothèses sur l'élasticité sur une élasticité qui est liée à la marge extensive. Quel est le... je ne vais pas définir exactement l'élasticité, mais à quelque chose qui indique l'importance de la réponse de marge extensive à un changement de la rémunération du travail non qualifié, par exemple. Et donc il y a deux hypothèses, une avec une élasticité 1 qui est relativement importante, une élasticité de 0,5 qui est plus faible. Il y a d'autres élasticités qui sont les élasticités de réponse intensives dans le modèle, donc vous pouvez passer de I-1 à I, etc. Donc ça, c'est l'élasticité de réponse intensive. Donc là, je vous donne, je n'ai pas du tout indiqué pour quelles élasticités intensives on avait ces schémas. Simplement, en bleu, c'est élasticité de la marge extensive qui est égale associée à la marge extensive qui est égale à 1. En rouge, l'élasticité associée à la marge extensive qui est égale à 0,5. Et ce dessin correspond à quelque chose dans lequel l'objectif redistributif est assez affirmé. Il y a une fonction de bien-être social dans laquelle, grosso modo, si on donne $1 à quelqu'un, la valeur sociale, si je donne $1 à quelqu'un qui est 2 fois plus pauvre qu'un autre, ça équivaut à donner $2 socialement. Je considère aussi important de donner $1 à quelqu'un dont la richesse est 1,
que de donner 2 $ à quelqu'un dont la richesse est double. Il faut donner beaucoup plus à quelqu'un dont la richesse est double, c'est-à-dire l'utilité marginale sociale du revenu des agents décroît est en 1 sur leur richesse, en quelque sorte. Et là, c'est des objectifs redistributifs beaucoup moins. Alors, est-ce que des objectifs redistributifs forts? Je ne sais pas, c'est tout ceci complètement normatif. Hein. Ce n'est pas de l'économie politique, je ne sais pas du tout si dans une société démocratique, on est plutôt dans cette logique-là. Enfin, si la logique politique d'une société démocratique nous conduit plutôt dans ce cas-là ou dans ce cas-là. Ici, il y a beaucoup moins d'objectifs redistributifs. Alors, on le voit, donc ça ne donne pas exactement la même chose. Je vais simplement commenter ici. Vous voyez que quand l'élasticité de participation est forte, hein, il y a toute une zone de revenus avant impôt dans laquelle il y a subvention à l'activité. Hein. Ça va jusqu'ici, puis ici c'est un peu moins net, je ne sais pas exactement où ça s'arrête. Il y a toute une zone dans laquelle on trouve que l'impôt optimal implique une subvention à l'activité, qui n'est pas vrai si l'élasticité est plus faible, c'est-à-dire qu'on a 0,5 ici. Je crois que c'est un peu exagéré par rapport à ce qu'il y a dans l'article, mais... vous voyez aussi que la courbe rouge ici est située au-dessus, dans laquelle une faible élasticité de participation est située au-dessus de la courbe bleue. Bon, c'est une caractéristique que je ne commenterai pas. J'ai simplement mis ces courbes pour vous indiquer que ces considérations peuvent être simulées dans des modèles dans lesquels on met des nombres relativement raisonnables sur les élasticités qu'on introduit dans le modèle théorique. Alors, bon, donc je reviens un petit peu sur les leçons. Les leçons, c'est la sensibilité des résultats au choix des élasticités, que je vous ai... c'est quelque chose que je n'ai pas commenté très longuement, mais enfin que vous avez vu un petit peu sur les dessins, c'est quand même relativement spectaculaire, parce qu'il y a quand même un cas où on a le salaire minimum est justifié d'après nos raisonnements, un cas où il ne l'est pas, hein, et c'est assez lié. Et la sensibilité aux objectifs redistributifs, j'ai aussi essayé sans commenter très longuement les différences, j'ai quand même essayé de montrer que ça ne donnait pas du tout la même chose selon qu'on choisissait ce type d'objectifs redistributifs ou des objectifs redistributifs beaucoup plus limités. Alors, malgré tout, dans ce tableau, hein, dans le modèle théorique que j'ai esquissé ici, dont les chiffres que j'ai donnés ici illustrent les mécanismes avec des ordres de grandeur plausibles, hein, malgré tout, il manque dans le tableau sûrement une vue moins limitée de la marge intensive. En particulier dans ce modèle, et je suggère par exemple que ce modèle pourrait être amélioré dans 2 directions, toujours en gardant le même type de modèle, de qualification, etc., en mettant la marge intensive heures supplémentaires. Elle n'est absolument pas ici, on travaille 0,1 dans tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. La marge intensive heures supplémentaires n'est évidemment pas négligeable. La question de politique économique et heures supplémentaires est plus compliquée que ce que me dirait le modèle si je mets la marge intensive heures supplémentaires. Pourquoi? Parce que dans la question de politique économique et heures supplémentaires, la question la plus importante est de savoir si on peut observer les heures supplémentaires. La conjecture qu'on peut faire, c'est si on met des heures supplémentaires dans ce modèle, on aura un traitement particulier des heures supplémentaires. Ça va relativement de soi, et vous pourrez essayer de voir ce que ça donne si ça vous intéresse. Maintenant, il y a une deuxième marge intensive, hein, c'est-à-dire qui est la marge intensive standard, qui n'est pas dans ce modèle. Dans ce modèle, vous pouvez changer de qualification, aller de I à I-1, mais il y a une deuxième marge intensive qui est le fait que l'agent de productivité 2 peut travailler l'agent de productivité 2 peut travailler en 1 à temps partiel. Pardon, je suis désolé, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'il pourrait, ici dans le modèle que j'ai donné, l'agent de qualification 2 peut travailler en 1 à plein temps, hein, s'il juge que tout compte fait, c'est moins fatigant, etc. Mais il ne peut pas travailler à temps partiel. C'est une autre marge intensive, c'est la marge intensive standard, d'ailleurs dans les modèles Murley, c'est standard, qui n'est pas dans le modèle. Voilà, donc... Et puis les agents de qualification 1 ou 2 peuvent ne pas travailler, ça c'est la marge extensive standard. Alors il faudrait aussi une vue plus affinée de la marge extensive. À nouveau, hein, le choix n'est pas nécessairement 0,1, il y a le travail à temps partiel, et une vue plus affinée de la marge extensive, c'est il y a le travail dans le couple par rapport au travail des gens qui sont isolés, etc., ou par rapport et ensuite,
malgré tout, cette taxation des bas revenus fait abstraction de toute une série de problèmes qui sont importants dans la discussion de politique économique, parce que ça, là, on est complètement dans le court terme, hein, c'est tout à fait évident. Il y a la question de savoir quels sont les effets incitatifs à long terme de cette structure. Il y a aussi une question sur laquelle je pourrais peut-être dire un mot, pas la fois prochaine, mais peut-être la dernière fois. Il y a le problème, ça a aussi des effets éventuels sur les migrations, qui sont sujets délicats, etc. Mais c'est aussi une dimension de la réflexion de la taxation des biens revenus qui n'est absolument pas dans ce modèle, hein, et évidemment qu'on pourrait introduire, bien entendu. Ce serait un peu plus compliqué. Alors, je comptais passer à la deuxième partie de mon exposé, qui était commerce international et redistribution des revenus. La question étant de savoir si le libre-échange est optimal quand on a des objectifs redistributifs. Et donc, je vous ferai aussi un argumentaire en deux parties en disant, premièrement, le libre-échange n'est pas du tout optimal, et deuxièmement, je donne un contre-argument et je vous laisserai choisir entre les deux arguments après. Mais je comptais le traiter aujourd'hui. Comme je n'ai pas traité aujourd'hui, je le traiterai la fois prochaine.